Eh ben, on est un peu plus de 30. Je propose qu'on commence tout de suite. Peut-être en 2 mots, je travaille pour Avisio. Je gère la partie réseau d'Avisio. En gros, Avisio, c'est une solution de recrutement qui met à dispo un réseau d'experts qui partagent à la fois leur expertise métier et aussi leur réseau pro-perso. Le format que vous allez voir aujourd'hui, c'est un Expert Insight. Concrètement, c'est pas du tout un webinaire classique avec un keynote. Il n'y a pas de présentation PowerPoint. C'est plutôt l'idée d'une conversation métier fluide que je viens modérer, dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. On va prendre les questions au fur et à mesure. Petit détail technique. Là, on est dans le chat pour se dire hello. Ça y est, les Nantais, les Toulousains sont arrivés. Mais dans l'onglet questions, ce sera vraiment dédié à la partie questions. Et notez que je prendrai en priorité les questions avec un maximum d'upvotes. En gros, en haut à droite de chacune des questions, vous pouvez voter si la question vous semble pertinente. Et ça nous permettra de prendre un maximum de questions. On les prendra au fur et à mesure. Et évidemment, en 45 minutes, on fera pas le tour du sujet. C'est plutôt l'idée de partager deux expertises, celle de Maxime et d'Elisabeth. Et juste un mot aussi sur pourquoi on a choisi le sujet. En gros, dans mes échanges quotidiens avec les experts, on se rend compte notamment, quand on a discuté avec Elisabeth, que sur le sujet Customer Success, la question du cash, c'est un vrai enjeu. À la fois, c'est intuitif et ça l'est pas pour autant dans le quotidien. On a choisi exprès 2 experts avec une vision hyper différente du métier. Et du coup, ça me fait une excellente transition vers votre présentation. Donc, je vous laisse vous présenter en 2 mots et peut-être rappeler aussi de quelle boîte vous arrivez. Tu veux commencer, Maxime, avant que ta fibre s'en aille? Je ne te vois plus, preuve de la qualité de ma fibre, donc je t'imagine. Je peux commencer si tu veux. Donc moi, Maxime, je travaille chez Sharework aujourd'hui, qui est une solution en fait pour vous aider à vendre avec les gens de votre écosystème et aller chercher du revenu là où il n'est pas forcément toujours facile à identifier. Et chez Sharework, du coup, je m'occupe de la partie un peu sales, onboarding et care, donc un peu une casquette early stage, on va dire, sur du CS. Et personnellement, j'ai des expériences depuis quelques années, voilà, SaaS B2B, sur des logiques de CS ou de sales. Trop cool. Merci, Max. Et moi, Elisabeth, je suis Customer Success Manager depuis 5 ans. J'ai bossé dans pas mal de startups pour créer ou renforcer les départements Customer Success. Je suis aujourd'hui chez Talentsoft, qui est une société qui est basée à Paris. Et qui propose un produit SaaS à destination des ressources humaines. Je suis également la fondatrice de Open Book of Customer Success, qui a pour objectif d'évangéliser, d'être la ressource des ressources Customer Success. Donc, Edith, je pense à le petit lien sous la patte. Et ça va vous partager le lien si des personnes, mais il y en a pas mal que je connais, ne connaissent pas le lien, ne connaissent pas le site. Et donc, chez Talentsoft, je travaille essentiellement sur la partie tech touch, low touch, tous les sujets d'automatisation. Et donc, je suis Digital Customer Success Manager, c'est-à-dire que je développe le département pour m'adresser à un ensemble de clients en one-to-many. Donc, non plus en one-to-one. Customer Success Management High Touch. Trop cool. Ça y est, j'ai le lien. Je vous envoie ça dans le chat. Comme ça, vous pouvez commencer à regarder un peu. Peut-être pour commencer, disons, est-ce que vous pouvez nous dire en un mot comment vous êtes tombé dans le CS? Est-ce qu'on devient CS ou est-ce qu'on se réveille un matin en se disant pourquoi pas, ça a du sens pour moi? Elisabeth, ton tour. Ça marche. Moi, quand j'ai fait une école de commerce, je ne savais absolument pas je n'avais pas de formation en Customer Success Management. J'ai commencé à bosser en tant que commercial, puis en tant que chef de projet, et j'avais toujours la frustration de ne pas pouvoir accompagner les clients jusqu'au bout. Donc, en tant que commercial, signer un deal et ensuite le laisser tomber, quoi, en quelque sorte. Et en tant que project manager, j'avais la frustration de ne suivre le sujet qu'en surface sans pouvoir comprendre en profondeur les problématiques des clients et là où ils voulaient vraiment aller. Donc, je suis tombée un petit peu dans ce job-là par hasard quand j'ai déménagé en éclair à Bordeaux. J'ai contacté toutes les boîtes digitales en leur demandant je cherche un boulot et j'ai eu une opportunité en tant que Customer Success Manager et j'ai adoré ce boulot et j'y suis toujours.
Trop cool. Donc, un peu le fruit du hasard. Est-ce que c'est pareil pour toi, Maxime? Moi, c'est un peu pareil. J'ai aussi commencé sur du sales et aussi un peu la frustration de quand tu es sales, après le closing, il y a des boîtes où en fait tu vas pas beaucoup plus loin. Et moi, je trouvais que c'était un peu dommage de s'investir sur la construction d'une relation pour derrière un peu la laisser tomber. Donc, j'ai voulu un peu bouger plus sur des logiques de account management, etc. Et après le account management sur un peu des petits portefeuilles de clients, en fait, ça m'a intéressé aussi l'aspect techno, process, de gérer du volume. Et du coup, c'est là que moi, le côté customer success a commencé à m'intéresser. Et puis, c'est là que j'ai décidé de faire ma première vraie expérience CS pour un peu voir justement la différence high touch, take touch, comment tu vas segmenter ta base client, comment tu vas tout mettre en place pour adresser toutes les typologies de clients un peu à l'échelle et avec du volume, quoi. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par le cœur du sujet sur la segmentation. Du coup, petit rappel à tous, commencez à poser vos questions d'onglet. Il y a déjà Aurèle qui a commencé et Elisabeth a pu répondre. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut se lancer sur des pistes pour segmenter sa base client? Maxime, je t'en prie. Du coup, sur la segmentation client, il y a plusieurs sujets. Il y a un premier sujet qui va être sur déjà un peu un réflexe de base qui est de le segmenter basé sur ce que ça te rapporte en valeur, en cash. Donc ça, c'est toujours un peu la première distinction que tu vas faire sur ta segmentation. Après, tu peux commencer à anticiper aussi quand tu commences à rentrer dans les logiques de rétention, d'upsell, etc., de pas que prendre ce qui t'apporte à un instant T, mais d'essayer d'évaluer ce qu'ils vont t'apporter à moyen et long terme. Et du coup, tu peux rajouter aussi une petite logique là-dessus pour un mec qui aujourd'hui ne te rapporte pas beaucoup d'ARR, potentiellement dans 6 mois, si tu en occupes très bien, en fait, ça va être un de tes top promoteurs, il va upsell dans tous les sens et c'est ça que tu vas vouloir aller chercher et tu n'as pas envie de les rater, eux. Et après, moi, j'aime bien aussi, au niveau de la segmentation, distinguer ce qu'ils veulent retirer de ton outil, donc vraiment l'outcome attendu de ces gens. Parce qu'en fonction de ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent être accompagnés, tu vas pas forcément les traiter pareil. Moi, c'est 2 dimensions aussi que je mets toujours. Donc, je rajouterai également la partie industrie, parce que pour les communications qu'on va adresser de manière proactive aux clients, les communications sont toujours plus impactantes lorsqu'on parle aux clients de sujets qui les concernent. Et par industrie, c'est top. Donc, effectivement, l'ARR, donc le revenu annuel que rapporte le client, le potentiel, l'outcome. Donc, ça, c'est au niveau du compte. Et au niveau du contact, ce que je rajouterais, c'est la distinction entre les personas. Donc, il y a 3 personas à distinguer et c'est aussi une segmentation à prendre en compte qui n'est que trop rarement faite aujourd'hui. Le premier persona, c'est le decision maker, donc la personne qui va acheter le produit. Le second, c'est le sponsor / chef de projet, la personne qui va être notre référent en interne et qui va implémenter l'outil. Et le dernier onglet, donc la dernière partie de la segmentation au niveau des contacts, c'est les utilisateurs finaux. Et en termes de segmentation, pour chaque compte, ce que je conseille, c'est d'adopter la pyramide de segmentation quant au compte, c'est-à-dire d'avoir toujours un decision maker, 2 sponsors et 3 utilisateurs finaux pour toujours avoir quelqu'un avec qui échanger. Et ça, c'est super important. Souvent, quand on traite beaucoup de clients, etc., on a tendance à s'appuyer sur un user très fort. Et ça a tendance à te mettre à risque sur ce compte si tu as tout capitalisé sur une personne et que tu fais pas l'effort de mapper le compte pour un peu anticiper. Et du coup, complètement d'accord avec Elisabeth là-dessus, c'est super important. Et d'ailleurs, en parlant de segmentation, ça fait aussi le lien avec la structuration. Ouais, vas-y. Est-ce que je peux juste rajouter au niveau de la segmentation quand on rentre dans l'opérationnel, au niveau des comptes, segmentation en fonction du cycle de vie du client, onboarding, phase d'engagement et phase de run, puisqu'un client qui est en phase d'onboarding, donc qui commence avec nous, aura besoin d'un accompagnement ou en tout cas d'un soutien beaucoup plus fort de la part des équipes, puisque c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des challenges comme le time to value, donc besoin d'adopter la solution au plus vite, et puis surtout des enjeux de change management, pour que l'ensemble de l'entreprise puisse adopter le produit. Quand il est en phase d'engagement, ça va être d'autres challenges, et on peut pas adresser de la même manière un compte qui vient de signer avec nous et qui est encore en train de faire des baby steps, et un compte qu'on peut adresser pour des problématiques d'upsell, cross-sell, voire ambassadeur, etc. Excuse-moi, Edith. Non, je t'en prie. D'ailleurs, ça a fait pop-up la question de Vianney, qui est en termes de compétences et gestion de l'orga. Faites-vous une différence entre l'onboarding, la vie du contrat et l'upsell expand? Tu as répondu en partie, mais est-ce que vous voulez compléter un peu la question de Vianney? Vas-y, Max, pardon. Il y a
il y a une logique de compétences. Déjà, effectivement, c'est pas forcément les mêmes compétences que tu vas chercher pour des raisons assez logiques. C'est, en fait, sur l'onboarding, tu vas vraiment être en mode un peu gestion de projet et tu vas devoir un peu piloter ça pour l'amener à un premier niveau de valeur sur lequel on est tous d'accord pour dire qu'il est onboardé. Et sur les upsell, expand, ça va être un peu des logiques peut-être un peu plus commerciales, des négociations contractuelles, des négociations de réduction, etc. Donc, c'est des compétences qui sont différentes. Après, c'est pas forcément des trucs que tu vas séparer tout de suite. Parce qu'au début, quand ton équipe CS, vous êtes 2, 3 et que on adresse un peu comme on peut les clients, en fait, tu vas chercher des profils qui ont un peu toutes ces compétences. Et après, il y a des débats de façon infinie sur est-ce que tu veux vraiment séparer ces profils sur le long terme ou pas. Mais il y a des compétences différentes en fonction des étapes du cycle de vie de ton client chez toi, c'est sûr. Je dirais que de toute façon, quand on commence dans une boîte en tant que CS, si la boîte commence, en règle générale, la personne qui est recrutée, on va aller chercher un mouton à 5 pattes. Donc, une personne, on en discutait pendant la préparation, qui va limite faire du support et du customer success, une personne qui a une sensibilité en termes d'accompagnement client. Même si effectivement les compétences qui sont nécessaires, en tout cas l'accompagnement qui est nécessaire pour un client en onboarding versus un client en phase d'engagement ne sont pas les mêmes. Mais normalement, un bon Customer Success Manager est capable de faire les deux. Plus une entreprise grandit, plus la segmentation par phase de vie du client sera nécessaire. Et je crois qu'une personne dans l'audience, Gabrielle, a déjà établi cette segmentation et elle le fait très bien. Mais derrière, oui, Gabriel, n'hésite pas à compléter dans le chat, dans les questions. Et sur les profils, tu parlais du mouton à 5 pattes. En gros, au début, on a besoin de quelqu'un qui sait tout faire. À quel moment on voit qu'il faut commencer à structurer les équipes, à embaucher du monde et surtout, comment on sait quel type de profil il faut recruter pour quel poste? Pas facile. Hein. C'est une vaste question. Pour un poste en Customer Success Management, moi, ce que je cherche dans les profils que je recrute, c'est une personne qui sait bien s'exprimer, parce que c'est hyper important. C'est hyper important dans la mesure où il faut vulgariser les éléments à destination du client et traduire les besoins du client dans la langue des équipes en interne. On va pas parler à un dev de la même manière qu'on parle à une personne du produit, de la même manière qu'on parle à un commercial, et il faut tout de suite aller vers le sujet qui va les intéresser. Donc, une personne qui sait bien s'exprimer, une personne organisée, des compétences en gestion de projet, voire des compétences analytiques. Excuse-moi, mais je te laisse compléter, Max. Non, mais c'est très bien sur le profil. Et il y avait aussi un peu dans la question l'aspect quand est-ce que tu commences à réfléchir à séparer les différents profils, c'est ça, Edith? Oui, c'est ça. Ouais. En fait, ça va être. Au début, globalement, on va pas se mentir, rien n'est séparé. Et en fait, ça va se passer sur c'est quoi tes enjeux qui deviennent prédominants et qui vont te faire séparer une partie de l'équipe. Typiquement, si tu commences à te rendre compte au début qu'en fait, tu commences à avoir un pool de clients et qu'il y a pas mal de care qui est nécessaire, donc vraiment du support temps réel, etc., et que ça commence un peu à consommer trop de temps à tes équipes qui, du coup, ne créent plus la relation, sont plus dans les discussions d'upsell, etc., bah là, du coup, tu vois qu'il commence à y avoir des objectifs qui sont pas compatibles et dans ce cas-là, tu vas vouloir commencer à séparer. Même chose si tu te dis que, en fait, moi, j'ai un gros enjeu sur l'onboarding, il faut qu'on soit ultra structuré parce qu'on a un goal vraiment qui est clé sur le time to onboard et qu'en fait, pareil, du coup, tu as de nouveau deux objectifs qui sont contradictoires. Créer une relation, gérer tes upsells, gérer tes renews versus être ultra réactif pour quand les gens ils sont en phase d'onboarding, répondre en temps réel. Bah voilà, en fait, c'est vraiment quand tu commences à avoir des enjeux qui sont vraiment plus compatibles, tu vas commencer à essayer de structurer sur ces parties-là. Tu as la même chose sur les process, les outils. En fait, quand administrer les outils, les process, ça commence à prendre trop de temps, tu vas te poser la question de splitter ça et de faire rentrer de l'ops. Voilà, tu vois. Et juste, on revient sur vous avez parlé de l'upsell et notamment de l'expand. À ce moment-là, comment on sait, c'est aussi la question de l'année, quand c'est de l'ordre du CS ou est-ce que ça peut encore être géré par le CAM? Parfois, on en avait discuté, parfois c'est un peu perméable. Comment vous avez appréhendé ça dans vos boîtes respectives? Je dirais que dans chaque boîte, il y a un Customer Success un Customer Success Manager différent. Sur les nombreuses boîtes dans lesquelles j'ai bossé, il y avait là aujourd'hui, on ne me demande pas d'avoir un objectif commercial, donc je ne suis absolument pas rémunérée sur l'upsell, le cross-sell, etc. Par contre, lors d'une autre expérience professionnelle, mon variable était 100% basé sur l'upsell et cross-sell. Ça dépend tellement des entreprises.
Et quand dans les boîtes où justement il y avait du variable, comment tu gères la relation entre le CS qui a du variable, le CAM qui a du variable? Comment vous gérez ça au quotidien? Parce que j'imagine parfois il y a des bis-bis, c'est pas toujours évident. Je sais pas, est-ce que Max, toi, tu as des pistes sur cet aspect-là? Bah, en fait, moi, du coup, moi, je vois vraiment le CS comme un levier de revenus. Et j'ai toujours vu ça comme ça. Et moi, c'est toujours comme ça que j'ai trouvé ce boulot intéressant au quotidien. Et dans ce cadre-là, en fait, pour moi, le CS peut porter des objectifs de revenus, de net retention, etc. Et dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas forcément de bisbille avec le CAM, parce que dans ce cas-là, ça se trouve, le profil un peu CAM-like, en fait, il va être dans ton équipe CS, et du coup, ça règle potentiellement ça. Mais voilà, il faut réussir à aligner ça. Et je sais aussi souvent en logique exec, founder de boîte, bon, moi, j'ai 100% perdu Edith. Voilà, Moi Edith aussi, mais a rage quit. si elle revient, c'est pas grave. Sinon, on termine le webinaire à 2. Ça marche. Non, mais du coup, les founders, etc. En fait, il y a toujours, les boîtes sont toujours drivées par le revenu, et du coup, il est toujours un peu important que les CS ne soient pas juste perçus comme un poste de coût dans les boîtes. Et quand tu drives du revenu, que tu as un impact sur le revenu, c'est ce qui est le plus important in fine pour ton business. Et voilà, moi, j'ai toujours été partisan de ça parce que du coup, il y a un vrai alignement et il n'y a pas un disalign du coup entre ton équipe CS qui serait vraiment purement NPS, satisfaction client, etc. Et ton équipe CAM qui serait complètement décorrélée de ça et qui se dirait non, mais moi, c'est pas grave, je veux driver du revenu, quitte à dégrader la satisfaction de mon client. Je trouve que le CS est vraiment le garant de ce juste équilibre entre le revenu qui est généré par la satisfaction client et pas forcément en opposition. Je trouve qu'on peut également rajouter un point. L'upsell et cross-sell peut être géré par le customer success dans une mesure où il y a une découverte d'upsell et cross-sell. Le CS à la base est engagé dans une entreprise parce qu'on veut, l'entreprise a ce besoin de passer d'un job de fournisseur à un job de partenaire envers son client. Donc, un accompagnement proactif. Et si le CS est en mesure de proposer à son client un accompagnement qui lui est adapté, il sera en mesure de bien lui vendre et donc de bien lui expliquer. Ça ne sera pas forcément perçu comme du commerce dur. Donc, c'est pas forcément. Après, comment ne pas faire de business? Je pense que Maxi a répondu. Mais je pense que c'est important de dire que chaque boîte a son propre objectif déjà. Il y a beaucoup d'entreprises qui engagent des Customer Success Managers et on se rend compte rapidement que les Customer Success Managers sont en fait des CAM, uniquement des CAM. Et ça, c'est important. Et enfin, sur la partie découverte des besoins, c'est important que le fondateur explique à son CS ce qu'il attend concrètement de lui. Est-ce qu'il attend un accompagnement et c'est pas grave s'il n'y a pas d'upsell à partir du moment où le compte est renouvelé? Est-ce que chaque compte doit avoir un upsell cross-sell et dans ce cas-là, la relation client va être différente? Je pense qu'il faut que déjà les choses soient claires en interne. Ah, t'as raison. Et il y a un sujet de communication fort. Ça fait presque le lien aussi, Gabriel, dont tu as parlé tout à l'heure, vient d'écrire aussi une question. C'est comment est-ce que vous gérez la transmission des infos entre les différentes équipes au sein du département CSM pour vous assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette? Outre le fait qu'il faut se parler, est-ce que vous avez des actions pratiques à partager? Exemple, des rendez-vous hebdo, un ordre du jour, des outils. Est-ce que l'un de vous se sent de prendre cette question? Moi, j'ai jamais été manager d'une équipe. Je pense que Maxime aura plus d'éléments à fournir sur la partie structuration. En fait, moi, j'ai rarement eu des grosses difficultés au sein de l'équipe CSM. Parce qu'en fait, déjà, parce que j'ai toujours eu la chance de bosser avec des boîtes où on avait toujours un CRM à peu près opérationnel. Donc, en fait, un mec qui s'occupe du care va avoir dans Intercom l'information qu'il a été touché la veille par quelqu'un de l'équipe market ou quoi, à peu près bien fait. Donc, déjà, ça, au niveau outillage, je pense que c'est ultra important et assez tôt, en fait, d'avoir un CRM qui va essayer de centraliser ça parce que sinon, on ne s'en sort pas. Ou un outil CSM. Ou un outil ouais, non, mais clairement, on est d'accord. CRM, pour moi, il y a des tools sur le marché qui sont vraiment dédiés au CSM qui font ça bien aussi, à condition d'être bien connecté à l'outil utilisé par les sales pour éviter des touches multiples toujours. Mais sinon, après, en termes de bonnes pratiques, de toute façon, il faut faire des points avec l'équipe. Donc, et en fait, surtout dans une équipe CSM, quand tu adresses du volume, c'est toujours. En fait, le CSM, c'est un boulot qui n'arrête jamais. En fait, le CSM, tu as toujours une to-do list qui va être longue comme le bras. Donc, en fait, pour moi, c'est surtout pour aligner les priorités de tout le monde de semaine en semaine, de mois en mois, pour s'assurer qu'il n'y a personne qui soit perdu sur où est-ce qu'il est mon focus du moment, sur qui je dois m'occuper. Et aussi, ce qu'on faisait à une époque, c'était vraiment aussi, on faisait un petit daily le matin sur, en fait, surtout,
un peu des moments de créativité pour débloquer des situations. Typiquement, tu es sur un compte, tu sais plus bien comment gérer le truc. Bah, en fait, tu vois, des petites sessions comme ça, juste un peu brainstorm sur moi, je te propose de faire comme ça, etc. C'est ça qui a pas mal de valeur pour moi, je pense, dans les échanges au sein de l'équipe CSM. Et après, le principal, là où c'est les plus gros enjeux de com, c'est les CSM avec le produit, les CSM avec la tech, les CSM avec les sales. C'est là les plus gros enjeux et là où il y a potentiellement des trucs un peu plus structurés à mettre en place, je pense. Après, ce qui peut être intéressant, c'est quand plusieurs équipes gèrent un même compte, soit de manière simultanée, comme tu disais, Care avec CSM, et ça t'en a parlé, ou équipe onboarding vers équipe run, etc., etc. Malheureusement, on revient toujours au sujet de fiche d'handover. Donc, concrètement, une fiche ou alors quelque chose qui est noté dans l'outil pour que l'ensemble des équipes ait toutes les informations. On peut toujours mettre en place des réunions hebdomadaires entre les équipes pour discuter, mais malheureusement, de mon expérience, ça a tendance à mourir au fur et à mesure parce que c'est pas tenable et il y a toujours des détails qui sont oubliés à force et puis d'autres priorités qui prennent le pas. Est-ce que si on revient un peu sur la partie outils, il y a la question de Aurel. Pour info, Aurel, c'est Escape en région. Elle est basée à Nantes. Elle pose la question de la stack outils pour vous aider à prévenir le churn des users. Est-ce que vous avez des exemples? Je l'inviterai à aller voir Open Book of Customer Success. Oui, d'ailleurs, ça y est, on l'a mis dans le chat. N'hésitez pas à regarder. Ça va, je sais ce que tu penses, Max. Non, mais au-delà de faire une magnifique pub de Elisabeth, c'est vraiment hyper fourni. D'ailleurs, quand on a préparé l'event, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui le connaissaient déjà. Est-ce que du coup, tu as là à chaud des tips à partager, Max, ou d'ailleurs Elisabeth aussi, hein, mais des outils concrets pour gérer la stack? Pour gérer, en fait, la stack, à mon avis, sur le CS, tu vois, il y a 3 dimensions qui sont importantes. Ta première dimension qui va être genre mesurée. Parce que si tu veux commencer à pouvoir faire du CS intelligent, il va falloir que tu mesures tout ce que fait tes utilisateurs tout ce qu'ils font dans ton outil pour bien comprendre ce qui se passe, en fait. Donc, tu as ça. Après, tu as besoin d'un outil pour centraliser tout ça et éventuellement un peu calculer des indicateurs qui vont aider tes CS à intervenir. Éventuellement, un outil qui te permet en gros, un genre de CRM ou un logiciel vraiment dédié CSM qui va te permettre de calculer un score de santé, de trigger des actions, des tâches pour tes CSM en fonction de comportements que tu détectes dans l'outil, et un peu des outils de marketing automation qui vont te permettre d'envoyer du contenu, d'envoyer des mails, soit en mode automatique. Voilà. Pour moi, les 3 grosses briques techniques qu'on doit avoir dans l'équipe CS, c'est ça. Et après, des noms, il y en a plein sur le marché, il y en a plein dans l'open book d'Elisabeth aussi avec des petits exemples sympas. Voilà. Moi, ce que je rajouterais, c'est, je vous mets dans le chat un article que j'ai écrit sur mon site portail CSM. Je me suis rendu compte concernant la stack outil. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Je me suis rendu compte sur la stack outil que les personnes avaient souvent tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Et en fait, j'ai essayé de créer. En fait, j'avais fait un workshop lors d'un événement où on a essayé de penser aux outils, quels sont les plus indispensables vers le must-have, vers le nice-to-have, au fur et à mesure. Effectivement, le CRM est le plus important pour communiquer, pour que les personnes en interne puissent communiquer. Ensuite, on a des outils de knowledge base pour que les personnes puissent avoir un outil sur lesquels trouver les réponses si nécessaire et y aller petit à petit. Et le dernier outil, donc c'est sur plusieurs niveaux, hein, mais le dernier outil à prendre, c'est un outil de CSM parce que c'est quand on adopte un outil de CSM, normalement, c'est qu'on a toute la stratégie en place, on sait exactement où on veut aller et on veut le mettre en application. Mais quand on parle d'outils de stack, pour moi, c'est hyper important d'y aller petit à petit pour ne pas être déçu et surtout dépenser des sommes folles. Ouais, le faire trop tôt, ce serait carrément contre-productif, tu penses? Ouais, carrément. Clairement, et complètement d'accord avec ça. Et au début, en vrai, juste comprendre les 3-4 événements clés dans le cycle de vie de ton client et pouvoir anticiper au max et le contacter avec des templates tout prêts, etc. En vrai, au début, ça suffit. Hein, des petits channels Slack et les templates qui vont bien pour réagir tout de suite. C'est le vrai bon début. Et effectivement, il y a une genre de séquence à avoir dans le déploiement des outils parce que de toute façon, au début, on ne sait pas ce qui marche, on n'a pas bien compris ses personas, on n'a pas encore bien compris les outcomes et comment on délivre sur les outcomes de chacun. Donc, il ne faut clairement pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut tester. Et pour tester, il faut faire du manuel. Mais pour être un bon CS, il faut juste faire ce manuel au bon moment. Voilà. Et il faut pas réfléchir tout seul. Faut challenger les indications et les datas sur un client sain avec le produit, avec l'équipe dev.
pour savoir, ce que vous avez à disposition. Est-ce que ce que vous voulez analyser est pertinent? Ne restez pas tout seul dans votre coin, surtout que le rôle d'un CSM, c'est d'avoir un rôle transverse entre les équipes et par rapport aux clients. Donc, je dirais de pas rester tout seul dans son coin. Et dans ce cas, on parle de transversalité. Comment, on en parlait parce qu'il y a quand même le cash au cœur de ces enjeux. Comment est-ce qu'on arrive à garder cette valeur, cet accompagnement hyper premium? Tu parlais de partenariat, c'est carrément un partenariat avec le client. Comment tu fais pour faire ça quand tu te scales? Toi, aujourd'hui, chez Talentsoft, tu as la casquette Scale. Comment tu gères ça en interne? Nous, on a mis en place 2 niveaux d'indicateurs sur plusieurs phases de vie du client, ce qu'on appelle des lagging et des leading indicators. En fait, on sait que les chiffres, donc au niveau du management, les chiffres stratégiques vont être le plus important, à savoir est-ce que notre base client paye plus et est-ce que les clients qu'on a nous ont quittés sans forcément prendre, et est-ce qu'on a eu beaucoup de clients. Donc ça, c'est des indicateurs finaux, c'est nos objectifs. Malheureusement, quand on bosse, enfin malheureusement ou heureusement, en tout cas, quand on bosse en CS, les résultats se font petit à petit. On parlait de change management, ça prend du temps, l'upsell et cross-sell, ça prend du temps, l'adoption également. Donc, on va articuler ces leading indicators par des lagging indicators qui sont des objectifs opérationnels, enfin en tout cas des résultats opérationnels qui arrivent à court et moyen terme dans la vie du client et qui vont nous permettre justement de dire, OK, est-ce que les objectifs, est-ce que les milestones définis qui sont créés par le client, qui sont achevés ou en tout cas réalisés par le client, nous permettront à long terme d'avoir nos objectifs. Et nous, c'est ce qui nous permet en tous les cas de voir si les stratégies mises en place nous permettent d'avancer. Peut-être il y a deux autres questions qui sont arrivées. C'est celle, il y a la question de Corentin. Je sais que Maxime, dans une de tes expériences, tu étais vraiment basé chiffres à fond. Si tu peux peut-être sur les KPI. Ouais, en fait, de toute façon, logiquement, toutes les actions que tu vas faire sur du CS, dans tous les cas, c'est pour améliorer le revenu. Donc, on va pas se mentir. Même si tu es un CS qui est purement drivé par la satisfaction client, une meilleure satisfaction client, ça va t'apporter plus de revenus. Et donc, ça, c'est clair, net, précis. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu viens de dire, Elisabeth, c'est que effectivement, les actions qu'on fait sur le CS, c'est du long terme. Et il faut réussir à démontrer que ce qu'on est en train de faire, qui va avoir un impact sur les renewals dans 1 an, sur les upsells dans 9 mois, etc., ça va dans la bonne direction. Donc, pour ça, en fait, il faut vraiment réussir faut trouver des trucs concrets et sur lesquels, en fait, on peut driver les actions et avoir un impact tout de suite. Typiquement, en fait, si on a remarqué que les gens qui onboard en moins de X semaines, ils ont un meilleur taux de rétention, on va se dire qu'un bon indicateur à tester et à bosser sur un quarter tous ensemble en mode équipe, ça va être d'essayer d'améliorer ce temps d'onboarding. Et du coup, on va décomposer un plan d'action sur le quarter avec, en fait, je dois améliorer mon temps d'onboarding. Si j'améliore mon temps d'onboarding, ça va améliorer ma rétention. Et du coup, c'est un truc qui nous permet de driver l'équipe sur ce quarter-là, avec en objectif le revenu qui est l'objectif long terme et en fait ça va avoir un impact long terme tout en anticipant parce qu'on sait que si on améliore l'onboarding maintenant, ça va avoir des impacts tout de suite. Et en fait, à chaque étape du cycle de vie, on peut se mettre des petits indicateurs intermédiaires pour bosser et faire avancer l'équipe tout en sachant que c'est des efforts de long terme et que ça paiera peut-être au niveau des chiffres plus tard. Mais on aura réussi à démontrer qu'on a eu un impact sur cette petite partie du cycle de vie du client, quoi. Ouais, le cash, c'est une vision long terme. En fait, tu l'as toujours en filigrane de tes actions. Ouais, parce que en fait, par contre, le CS, du coup, si tu commences à perdre de vue le long terme et le fait que ton impact, pour avoir un impact sain sur du long terme, ton cash, tu ne peux pas avoir une vision court-termiste du cash, par contre, quand tu bosses sur du CS. Parce que sinon, tu vas rentrer dans des travers de upsell à tout prix, etc. Et du coup, ça, c'est pour le coup, sur du long terme, CS, c'est absolument pas sain. Et du coup, je pense que le rôle du CS et du management dans le CS, ça va toujours être un peu de contrebalancer un founder un peu fougueux sur les gars, le cash, avec OK. Mais le cash, en fait, pour moi, ça va passer par ça, ça va passer par ça, ça va passer par ça. Du coup, je te démontre qu'on améliore ça, ça, ça et ça pour lui apporter un niveau de confiance suffisant sur le fait qu'en ayant amélioré ces éléments-là, en fait, sur le long terme, le cash va s'améliorer. Et ça, il y a un peu un boulot aussi d'équilibriste du CS quand tu es un peu drivé sur le cash. Mais du coup, ça fait un vrai alignement dans la boîte parce que du coup, ton impact, en plus, tu le traduis sur du cash qui est du coup quand même le langage universel, quoi. Et carrément d'accord, il y a un enjeu de renvoyer à la réalité les founders qui ont une vision très stratégique et investisseurs.
Et nous, notre enjeu, c'est aussi de dire, les gars, voilà ce qui se passe dans la vraie vie et voilà là où on peut avoir une influence. Ouais, il y a un côté terrain où tu peux justement faire remonter l'info. Ouais. Et du coup, petite question, l'un de vous seulement, comment vous gérez la relation avec un founder ou avec vous avez compris quoi. Comment on gère ce côté, oui, il y a besoin de rentabilité, Maxime t'en a parlé, et en même temps, la légitimité, est-ce que ça passe par des KPI précis qui sont traqués et qui sont remontés? Est-ce que ça passe par une routine de remontée d'infos hors OKR? Comment vous y prenez? Déjà, le premier truc, c'est qu'il faut réussir à récupérer la vision de ton fondateur et ses enjeux du moment, etc., pour bien les comprendre. Parce que lui aussi, il a des discussions potentiellement complètement autres. Si ça se trouve, il a une pression énorme. Et en fait, tu dois comprendre d'où ça vient. Parce que si tu comprends d'où ça vient, tu vas pouvoir expliquer ça à ton équipe, tu vas pouvoir aligner ton équipe, tu vas pouvoir aligner tout le monde. Et derrière, tu vas pouvoir trouver des actions que toi, tu vas pouvoir faire avec ton équipe qui vont servir son objectif à lui. Et ça, c'est vraiment clé. C'est cette transparence, cette communication, en fait, elle est primordiale, sinon ça peut pas marcher. Et après, en fait, tout simplement, il faut démontrer que ça marche. Il va pas te croire sur parole la première fois, il va pas te croire sur parole la deuxième fois, mais la troisième fois, il va dire, en fait, c'est bon. Et du coup, il faut juste démontrer que les actions que tu mets en place, tu mesures l'impact qu'elles ont et qu'effectivement, elles génèrent une meilleure satisfaction, elles génèrent de l'upsell très ponctuellement, mais c'est pas un gros truc tout de suite, mais parce qu'on va dans la bonne direction, quoi. Ok. Sur cette question justement de mesurer, il y a la question de Valérie, c'est quel indicateur vous mesurez et vous suivez réellement? À quelle fréquence pour y voir clair sans tomber dans l'effet d'avoir 50 indicateurs et donc rien de vrai à suivre en vrai? En gros, au niveau strat, ce qui intéresse les founders et donc ce qui doit nous intéresser, c'est la question du cash. Est-ce qu'on a des nouveaux clients? Est-ce que les clients combien de clients sont partis et combien ils valaient? Et combien de clients ont upsellé et combien ça nous a fait, combien ça nous a rapporté et combien de clients ont cross-sellé et combien ça nous a coûté. Après, il y a d'autres détails opérationnels qu'on peut prendre en compte qui sont hyper intéressants, genre la satisfaction, l'indicateur de relation qui commence à être très tendance dans le monde du CS, le time to value en onboarding. Il y a plein d'indicateurs qui sont très opérationnels, mais au final, les fondateurs, ils s'en fichent. C'est pas ça qui les intéresse. Ça, c'est plus pour toi dans ta gestion au quotidien. Ouais. Et tu as vite mentionné churn. Il y a aussi la question de Corentin. Peut-être pour toi, Maxime, quel est votre process idéal dans la prévention d'un churn? Et on reparlait de l'AM, ça nous fait une petite boucle en avant, mais l'AM est-il honneur unique pour sauver un client? Répète la deuxième partie. En fait, on va prendre en deux questions. La première, c'est quel est votre process idéal dans la prévention d'un churn? On avait commencé à donner des éléments de réponse. Et la seconde revient sur le sujet AM, c'est l'AM est-il honneur unique pour sauver un client? Je ne sais pas qui veut quelle question. En fait, du coup, dans la logique où tu as un AM un peu qui gère ça, moi, l'AM, je le vois comme project manager sur le truc. Je le vois absolument pas comme honneur unique. Parce que une fois de plus, du coup, ça désaligne tout le monde. Et un churn, en fait, c'est autant la responsabilité de l'AM que du care, que de la product team, que potentiellement du sales. De la boîte, en fait. Donc, en fait, ouais, un churn, l'AM, il va être en mode project manager, mais il faut impliquer tout le monde. Et tu vois, si c'est un gros logo, il faut vraiment faire une petite task force. Pour les gros logos, les gros AR, tu peux envisager de faire une task force avec quelqu'un du product, etc. Et vraiment faire un petit plan d'action sur on va réassurer sur le product, on va potentiellement faire le petit développement qui va bien faire pour sauver le compte, etc. Mais tout ça, en vrai, c'est quand c'est un peu trop tard déjà. Donc, si c'est trop tard et que tu es obligé d'un peu réagir en mode pompier, en fait, l'AM, il doit leader l'effort parce qu'il a la relation, etc. Mais il doit impliquer tout le monde parce que c'est pas sa responsabilité unique. Et si ta boîte pense ça, à mon avis, c'est qu'il y a un travers qui est en train de naître et du coup, c'est pas du tout sain sur le long terme. Et idéalement, ton churn, il faut l'anticiper en faisant un peu tout ce qu'on a dit, anticiper un peu tes indicateurs. Mais en fait, l'onboarding, il a pris un peu trop de temps, le time to value, il a pris trop de temps, on n'a qu'un interlocuteur, etc. Et en fait, c'est d'anticiper tous ces trucs pour éviter de te retrouver en last minute, genre un mois avant le renouvellement de ton contrat, à être en mode pompier et à voir venir ce truc-là le plus en amont possible, quoi. Et c'est tout le boulot du CS d'ailleurs. Ça, c'est vraiment d'identifier les indicateurs et les signaux faibles le plus tôt possible pour rattraper le tir, quoi. Sur la partie prévention du churn, moi, j'utilise la méthodologie DIR. Donc, un compte est à risque s'il est potentiellement affecté par l'un des 4 piliers DIR. Donc, D comme déploiement, l'onboarding s'est mal passé ou en tout cas, il n'est pas autonome sur l'outil. E comme engagement. Maxime a beaucoup de mal à Lyon.
Eux, comme engagement, on n'a pas engagé de manière proactive le client, ou alors ils postent trop de tickets ou pas assez, ils participent pas à nos événements. Bref, il y a un problème au niveau du relationnel. A comme adoption, il n'utilise pas nos fonctionnalités clés, et je ne parle pas de connexion, login, qui finalement n'est pas un vrai indicateur. Et enfin, ROI, il n'a pas de valeur ajoutée à travers notre outil. Et s'il touche l'un des 4 piliers, donc pardon, je la refais, mais du coup, son score de santé est divisé en 4. Et donc, si l'un des 4 piliers est affecté, il est à 75% sain. En fonction de l'ARR, donc en fonction du revenu, on peut prioriser les comptes à sauver en premier. Et effectivement, après, il faudrait mettre un process en place en lien avec l'account manager et le Customer Success Manager pour sauver le compte. Mais moi, j'ai commencé à l'utiliser et franchement, ça marche bien dans la mesure où c'est structuré et ça nous permet, et c'est un boulot que je fais avec l'équipe onboarding, l'équipe relationnelle, l'équipe care, l'équipe produit et l'équipe sales. Et c'est vraiment cool dans la mesure où on a des indices clairs pour dire, OK, ce client est en danger, pourquoi, etc. Je vous remets la méthodologie dans le chat. Ouais, j'imagine que ça permet aussi de prendre un peu de hauteur sur le CSO global dans la boîte. Oui, carrément. Il y avait une question elle était dans le chat. N'hésitez pas on a encore, allez, on a encore 5 minutes si vous voulez une ou deux dernières questions en onglet questions. Mais il y a une qui s'était perdue dans l'onglet chat. Ah oui, c'était la question de Mathieu sur le profil idéal d'un CSM, compétences, attitudes, mais où on oublie parfois aussi la capacité à parler aux équipes produits et le match avec le produit. Alors, comment toi tu gères ça? Est-ce que hello Maxime, welcome back. Et la question de Mathieu, je ne sais pas si tu as entendu du coup, c'était en fait pour les CSM, on parle beaucoup des soft skills, l'attitude, etc. Comment tu vois le match avec le produit ou le SaaS? Parce que finalement, c'est le premier ambassadeur, il me dit expérience perso qui m'a parfois poussé à démissionner. Voilà. Comment tu gères ça? C'est évident qu'il faut bosser sur un produit qui te plaît, qui te parle à toi, parce que sinon, ça ne va avoir aucun intérêt à titre perso. Et aussi être à l'aise de discuter avec les personas, les interlocuteurs que tu vas avoir. En fonction de qui sont tes interlocuteurs, en fait, c'est ta personnalité qui va jouer et aussi le plaisir que tu vas avoir au quotidien à discuter avec ces gens. Et du coup, travailler avec des interlocuteurs qui sont vraiment à des années-lumière de toi, ce qui t'intéresse, ça va jamais marcher. Et effectivement, dans le recrutement de CS et je pense même des sales, des AM et tout, c'est vraiment, à mon avis, c'est clé d'avoir des gens qui s'intéressent au métier des gens ou à l'industrie, etc. Et puis, c'est pas pour rien qu'on a des boîtes qui, quand elles grandissent, vont monter des équipes par verticale. Parce que tu t'adresses pas de la même façon et c'est pas les mêmes codes dans l'industrie que dans la grande distribution. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit ça dans des gros groupes de la verticalité comme ça, parce que il y a des codes, il y a de la veille à faire sur des enjeux spécifiques, il y a du vocabulaire. Tout ça, oui, c'est clé, je pense. Et de notre côté Avisio, vu qu'on voit passer pas mal de talents, top, middle et junior, on a souvent ce truc de est-ce qu'on peut être CSM quand on l'a pas été? Est-ce qu'on peut arriver d'un métier complètement différent? Et un petit zoom sur est-ce qu'on peut arriver du corpo et faire ses premiers pas en start-up sur un poste de CSM? Alors, répète la première partie. On va la faire en 2 fois, ouais. Okay. La première, c'est est-ce qu'on peut arriver sur un poste de CSM sans en avoir jamais fait? Ok, je prends. Mais un peu plus senior. Vas-y. Oui, carrément. Aujourd'hui, il y a énormément de formations qui commencent à apparaître en français et en anglais sur comment devenir un Customer Success Manager. Moi, j'ai pas de formation en Customer Success Manager. Comme je vous le disais, j'ai été sales, j'ai été chef de projet. Je connais d'excellents Customer Success qui étaient dans du care avant. Il n'y a pas besoin de formation. Il n'y a pas besoin de formation, mais on va sur le pour être un bon Customer Success Manager, il faut d'excellentes soft skills qui sont une envie d'apprendre, parce qu'effectivement, il faut être curieux même si on ne connaît pas le domaine, il faut être organisé et il faut être pédagogue et patient. Et ça, en général, c'est des personnes qui ont déjà été dans du face-to-face client, qui savent le gérer, qui savent gérer les conflits, qui savent être patients, qui savent les entendre, etc.
Donc pour moi, il n'y a pas d'école. Et le fait de ne pas avoir fait une formation, même s'il y en a de très bonnes, hein, mais qui sont d'ailleurs disponibles sur Facebook, mais même s'il n'y a pas de formation, même si les formations peuvent être bien et permettent de structurer le métier de Customer Success, il n'est absolument pas indispensable d'avoir fait une formation dans le métier pour moi. Et du coup, Maxime, tu continues la deuxième partie de la réponse, de la question, pardon, qui est est-ce qu'on peut arriver du monde corpo? En gros, est-ce que la première fois que tu mets les pieds dans de start-up, de corpo vers start-up, ça peut être sur un post CS? Si tu as les qualités qu'a décrit Elisabeth, en vrai, c'est ça. Non, mais oui, parce que c'est important, mais il faut arriver à être prêt à transpirer, par contre, parce que si tu viens d'un grand groupe, etc., l'univers des startups, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Et tu vas transpirer et il faut arriver en étant prêt à transpirer. Le rythme, ça sera potentiellement pas le même. La structuration, ça sera pas la même. Et il faut pas attendre quand tu arrives en startup comme dans un grand groupe que quelqu'un règle un problème pour toi. Va falloir trouver la solution et la mettre en place le plus vite possible parce que ça va simplifier ta vie et que voilà, c'est comme ça. Je conseillerais à n'importe qui de commencer en startup et d'évoluer en grande boîte. C'est hyper compliqué dans l'autre sens. Et pourtant, ouais, on en voit plein. Et nous, plein, notamment, sur les postes de CS, il y a pas mal d'anciens consultants. Parce que tu l'as dit, Elisabeth, ils ont les soft skills de savoir parler à un client, ils ont la vision, prise de recul, etc. Ok. Moi, j'avais une dernière question. Si on n'a plus de dernière question dans le chat, je vais profiter pour vous la poser. C'est sur la motivation. Peut-être toi, Maxime, quand tu as géré les équipes CS de Mention, comment on garde… Ah bah non, il y a deux autres questions qui sont arrivées. Comment on garde la motivation d'une équipe de CS? Déjà, le premier truc que je disais un peu avant, c'est vraiment sur l'alignement. Il faut que l'équipe CS, en fait, il faut jamais que l'équipe CS devienne un peu le parent pauvre ou la boîte sous-traitante dans la boîte. Donc, il faut toujours que l'équipe CS reste alignée avec les objectifs et du coup, qu'il y ait une complète transparence et une complète communication sur, en fait, où est-ce qu'on va et pourquoi le CS, c'est un moteur de comment on y va. Et ensuite, juste de partager, de communiquer en interne sur le CS. En fait, le CS, rarement, on communique en interne sur le CS, sur les actions du CS et tout. Donc, communiquer, mettre les gens en avant, et puis aligner tout le monde comme ça, et puis donner des perspectives. Parce qu'en vrai, il y a aussi, on posait un peu avant le call là, les questions sur en fait, le long terme du CS, dans quelle position ça évolue. Mais en fait, en CS, il y a plein de possibilités d'évolution. Tu peux te spécialiser sur… En fait, quand tu as été un très bon CS, si ça se trouve, tu découvres un énorme plaisir sur les process, sur les outils. Tu vas peut-être monter la partie Ops de ta boîte, ou en fait, tu es en train de complètement hacker la façon d'onboarder les clients et tu as monté et piloté la partie complètement onboarding. En vrai, c'est infini. Et si ça se trouve, tu vas découvrir une passion pour le sales, tu vas pouvoir bouger dans l'équipe sales. Il y a clairement le fait d'être un métier exposé fait que ça se transforme bien. Ouais. Entre-temps, si vous êtes OK, on peut prendre encore Alors, Elisabeth, tu as répondu à la question. Pardon. Non, c'est très bien. Du coup, on prend la dernière question de Mathieu. Tu as aussi répondu. Juste sur la méthode DIR. Comment… OK. Et dans ce cas, on prend, avez-vous des bonnes pratiques? Si, quand même, ça, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Tu as commencé à répondre, mais sur la question de l'agenda. Et vous l'avez dit, c'est un poste où on fait plein de choses en même temps. Et ça peut être un peu… on peut vite se perdre. Voilà, exactement. Comment vous gérez le sujet? Est-ce que c'est uniquement de la rigueur ou est-ce qu'il y a un outil pour ne pas se laisser déborder? Je trouve que tous les CSM commencent en mode pompier. Ils commencent à faire du support et surtout les clients ne savent pas ce qu'est un CSM. Donc, ils vont tendance à avoir les contacter pour le moindre problème alors que ce n'est pas notre job. Notre job, c'est de fournir une vision au client pour qu'il ait le maximum de l'outil. Donc, c'est ce que je disais dans le chat, il ne faut pas avoir peur de mettre en place des process d'automatisation. Par exemple, quand il y a une question, renvoyer vers un document que vous avez préparé. S'il y a une question qui revient plusieurs fois, vous la sauvez dans vos templates, vous construisez un help center, surtout si vous êtes en startup. Vous n'hésitez pas si une question revient souvent, à mettre en place des webinaires, peut-être une fois toutes les 2 semaines et inviter l'ensemble de vos clients concernés, soit en phase d'onboarding ou autre, pour dire on va adresser cette question, on va adresser ce use case. Essayez de traiter en gros, donc en scale, l'ensemble de vos clients, même pour les clients high touch, avec évidemment la possibilité peut-être de mettre en place des rendez-vous après pour aller plus loin. Et juste pour terminer là-dessus, je dirais que ce qui moi m'a vachement aidé, c'est l'utilisation de Calendly ou Mixmax qu'utilisait Maxime, si je me trompe pas. Non, tu utilisais Calendly?
Bon, ok, excuse-moi. Bref, Calendly où je dis à mes clients, on fait 3 rendez-vous. Enfin, je prends que 3 rendez-vous par jour et le reste c'est de la strat. Prenez du temps pour faire la strat. Et surtout un truc, c'est en fait, c'est des boulots, ça n'arrête jamais. Donc, en fait, il faut juste déjà accepter le fait que ça ne finisse jamais. Le customer success, ta journée ne sera jamais finie. Il y aura toujours des trucs à faire. Donc, juste accepter que, en fait, le soir, tu vas fermer ton ordi. En fait, peut-être, tu n'auras pas tout fini et c'est normal et c'est comme ça. C'est la vie. Donc, toujours être clair sur tes priorités. Donc, pas hésiter, genre en fin de semaine, avant de partir en week-end ou le lundi matin en arrivant. C'est quoi mes vrais prios de la semaine? Et comme ça, tu sais, et tu ne te perds pas le fil dans ta semaine parce que tu vas avoir des notifications dans tous les sens. Et un truc bête, mais bloque-toi du temps dans ton agenda où tu te mets des blocs, mais pas des blocs de 15 minutes par-ci, mais des blocs de 2 heures sur lesquels tu sais que tu vas faire tes suivis, tes machins, tes trucs. C'est tout con. Ouais. Mais en vrai, ça fonctionne. Ça te permet d'éviter de te retrouver noyé par le flux, quoi. Capitaliser, quoi. Par exemple, quand vous faites une business review avec vos clients, vous réutilisez les templates après. Quand vous répondez à une réponse hyper galère de la part d'un client, vous sauvez la réponse. Capitalisez à fond. Oui, pour pas perdre ce temps-là. Ouais. Si tu dois faire 2 fois le même mail, c'est qu'il ne faut pas le faire une 3e fois, quoi. Okay. Il est déjà 12h18. C'est passé super vite. Oh non! C'est l'heure d'aller manger. En tout cas, en 2 mots, moi, j'ai adoré organiser cette Expert Insight avec vous. Je trouve qu'il y a eu des questions hyper pertinentes. Merci à tous pour vos questions. On a eu, et c'est assez rare, le temps de répondre à toutes les questions. S'il y en avait d'autres, je sais que Maxime et Elisabeth sont à dispo pour partager leur expertise. Sachez qu'il y aura un replay, on va vous envoyer ça. En parallèle, si vous avez soit des besoins de recrutement, on accompagne pas mal de boîtes à recruter des CS, des Head of CS, et aussi tout un tas d'autres postes sympas, du sales au product. N'hésitez pas à m'écrire, je vais mettre mes coordonnées dans le chat. Et en un mot, moi je trouve que comme ça, à chaud, je trouve que ce qui est hyper intéressant avec votre métier, c'est qu'il y a un côté touche à tout, hyper strat, parce que finalement, vous bossez avec plein d'équipes en interne. Selon la taille de la boîte, il n'a rien à voir. Mais en tout cas, je trouve que vous avez bien élagué le sujet, vous avez pas mal montré les enjeux, partagé de best practices. Donc, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Je vous ai mis mon site au cas où si vous voulez rentrer en contact avec moi. Nickel. Là, la star, quoi, Elisabeth. Oui, merci à tous. Voilà, parfait. Effectivement, Maxime, je dis pour toutes les petites CS qui cherchent leur next job. On sait que c'est parfois aussi des turnovers forts. Donc, n'hésitez pas. Pour info, que vous sachiez, nous, on est une marieuse. Hein. On met en lien des talents qui cherchent avec des boîtes qui cherchent sans faire de chasse. Donc, on a une approche un peu différente. Est-ce que pour conclure tout ça, vous voulez dire une dernière petite phrase chacun? Comme disait Edith, on recrute chez Sherwork, donc n'hésitez pas à me contacter. Et surtout, moi, je suis toujours aussi à l'écoute de bonnes pratiques et tout. Donc, n'hésitez pas à me connecter sur LinkedIn si vous voulez juste prendre une demi-heure pour un peu parler bonnes pratiques, toujours intéressé pour savoir comment ça marche chez les autres, pour aussi faire mieux chez nous. Donc, aussi plus que motivé pour ce genre d'échange. Et je recrute également une personne pour travailler avec moi chez Talentsoft. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Pas par nous? Quoi? Je passe sur un tunnel. Non. Mais en tout cas, merci beaucoup. Le replay part demain. Je vous envoie ça à tous. Merci beaucoup. Bon appétit. Et le prochain webinaire aura lieu le 25. Et normalement, on en fait un par mois. Le mois de mars, c'est un mois plus dense avec une problématique hyper spécifique qui peut intéresser pas mal de vous aussi sur le droit du travail quand on est candidat. Quels sont nos droits, nos prios, etc. Donc, on va parler période d'essai, rupture co, tout ça. Intéressant aussi pour les DRH. J'ai pas mal de DRH sur le coup. Donc, voilà, n'hésitez pas à suivre l'actu ou sinon à vous abonner à la newsletter d'Avisio. Voilà. À très vite. Salut. Merci.